Bonjour professeur Taha Houssine Zerguini, je m'appelle Maya Boulekrawet, je suis étudiante en 3e année génie civil. Bonjour professeur, je suis Mansaf Belarbia, étudiant en 3e année électrotechnique. Nous célébrons cette année le 50e anniversaire de la naissance de l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene. Vous avez toujours été enseignant-chercheur et vous avez été recteur de l'université entre 1994 et 2000. Le but de notre interview est que vous nous parliez de vos expériences, de l'évolution de cette université et de la façon dont vous voyez son avenir. Donc nous allons vous poser des questions sur tous ces sujets. Bonjour tout le monde, bonjour Maya, bonjour Monsef. C'est un honneur et un privilège de contribuer et de parler de mon expérience au sein de notre université à l'occasion de son 50e anniversaire. Je voudrais à ce sujet remercier les autorités de cette université, à leur tête le professeur Jamaldine Akretch pour l'opportunité, et je me ferai un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. Pour commencer monsieur, pouvez-vous nous parler de votre parcours académique? Oui, j'ai fait mes études primaires au CEG Saint-Cloud à Annaba. J'ai fait mes études, le moyen, au lycée Pierre et Marie Curie, toujours à Annaba, jusqu'au brevet. Je suis allé ensuite à Béchar, où j'ai fait la première et la deuxième année secondaire, au lycée polyvalent de Béchar. Je suis ensuite venu à Alger pour la dernière année de lycée. J'ai fait ça chez les Pères Blancs, à l'intercollège. Après le baccalauréat, j'ai obtenu un diplôme d'études supérieures de physique, option physique nucléaire, à la faculté des sciences de l'université d'Alger. J'ai obtenu par la suite une bourse avec laquelle je suis allé aux États-Unis, à l'université de Washington à Seattle, où j'ai obtenu un master et un PhD en nuclear engineering. Mon travail de thèse de PhD a été primé. J'ai obtenu la meilleure publication de l'année dans le domaine du nucléaire à travers les États-Unis d'Amérique. C'était un prix décerné par l'American Nuclear Society. J'ai immédiatement été recruté comme assistant professor en nuclear engineering à l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign. En plus de l'enseignement et de la recherche, dans ce job, j'ai été consultant expert pour les laboratoires de Lawrence Livermore en Californie et aussi pour la firme McDonnell Douglas à Saint Louis, dans le Missouri. J'étais également responsable du centre de calcul du département de Nuclear Engineering. Après quelques années à l'université de l'Illinois, j'ai choisi de retourner en Algérie. Voilà, à mon arrivée, j'ai rejoint l'USTHB, puis juste après ma formation militaire, j'ai été enseignant à l'École nationale d'ingénieurs et de techniciens d'Algérie, l'ENITA, dans le cadre du service national toujours. Je suis retourné à l'USTHB où j'ai été maître de conférences, ensuite professeur. Entre-temps, je me suis impliqué dans le travail social et associatif. Alors, j'ai été président de la commission des œuvres sociales de l'USTHB et président de l'Association nationale des professeurs et maîtres de conférences, la NPMC. J'ai été nommé recteur de l'USTHB en juillet 1994, poste que j'ai occupé jusqu'en juillet 2000. J'ai ensuite continué à être enseignant-chercheur au laboratoire de physique théorique, tout en enseignant les modules de physique nucléaire, physique des plasmas, puis de vibrations et ondes, VOM. Vous êtes très intéressé par le monde de l'éducation, de la pédagogie, de la technologie. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre implication sur ces sujets? Oui, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé. Les nouvelles technologies sont un levier important d'évolution pour l'enseignement et la pédagogie. Mon équipe et moi-même avons été des pionniers dans tout ce qui concerne l'apprentissage à distance sur Internet. Alors, j'ai été membre fondateur de l'Université euro-méditerranéenne d'enseignement à distance TETIS entre 1998 et 2001. TETIS est un consortium de 28 universités du bassin méditerranéen. J'ai été aussi responsable du centre Avicenne algérien
Ça, c'est un projet coordonné par l'UNESCO, financé par la communauté européenne pour la mise en place d'un réseau numérique d'apprentissage en ligne à travers le bassin méditerranéen. Ça s'est fait entre 2001 et 2005. Et dans ce cadre, nous avons bénéficié de formations dans plusieurs pays. Et j'ai été régulièrement consulté par l'UNESCO pour des travaux d'expertise dans plusieurs pays. En ce qui concerne ma contribution à l'éducation nationale, j'ai souhaité participer à la modernisation des pratiques, l'intégration des innovations pédagogiques et le développement des technologies de l'information et de la communication au niveau de l'éducation nationale entre 2005 et 2008. J'ai été d'ailleurs le premier directeur du CNIPTIS. Ça, c'est un centre national qui a été créé à cet effet. J'ai également, pendant que j'étais à l'éducation nationale, j'avais profité pour publier les 2 volumes du livre officiel de physique de nos classes de terminale. Ce manuel est encore utilisé. Il est utilisé d'ailleurs depuis 2008 dans nos classes de terminale. J'ai été agréablement surpris lors d'un voyage de voir que ce livre était largement utilisé en Égypte et puis en Jordanie. Vous avez également fait une petite incursion dans le sport. Pouvez-vous nous dire plus? Oui, bien sûr, j'aime beaucoup le sport. J'ai été sollicité par les membres de la glorieuse équipe du FLN pour mettre en place l'administration de leur fondation après sa création. Et ça, et puis par la suite, j'ai rencontré le ministre des Sports de l'époque là-bas. Et à sa demande, j'ai été nommé directeur de l'École nationale des sciences et technologies du sport de Deli Ibrahim. Ça, c'était entre 2010 et 2011, donc c'était plutôt un court séjour. Nous avons transformé l'ISTS, là, ça s'appelait comme ça, en grande école de l'enseignement supérieur, et nous y avons créé 3 laboratoires de recherche. C'était une expérience très enrichissante. Voilà, c'est à peu près mon parcours. Je suis actuellement professeur de physique, directeur du laboratoire de physique théorique et de didactique de l'USTHB, et j'enseigne et coordonne le module de vibration et ronde VOM. Vous avez été recteur de l'USTHB entre 1994 et 2000. Pouvez-vous nous parler des événements qui ont marqué cette période? Oui, bien sûr. Mon prédécesseur, feu professeur Salah Djebaili, a été assassiné à sa sortie du campus. C'était la décennie noire. Quand je l'ai remplacé, la terreur était à son comble. Beaucoup d'absentéisme parmi les enseignants, même parmi les responsables. Les étudiants ne venaient pas non plus. Il fallait renverser la situation, changer les choses. Nous avons mis en place un plan de sécurité que nous avons appliqué à la lettre. Parmi les éléments de ce plan, nous avons recruté 250 agents de sécurité que nous avons formés, et nous avons construit le mur extérieur, c'est-à-dire la clôture de l'université actuelle. En 45 jours, nous avons fait ça. Et nous avons fait pas mal d'autres actions pour essayer d'apaiser la situation. Nous avons réussi. Les activités d'enseignement et de recherche ont toutes repris. Le résultat a été que pendant le week-end, les familles d'étudiants venaient faire un pique-nique sur le gazon de l'université. Ça leur faisait une sortie dans l'un des endroits les plus sûrs de la ville. Pendant notre période, nous avons trouvé du financement pour terminer les travaux intérieurs de l'auditorium de la faculté actuelle, intérieur de l'auditorium, et puis ceux de la faculté actuelle de génie des procédés, génie mécanique, qui n'avaient pas été réceptionnés. Nous avons aussi fait le nécessaire pour le lancement des travaux de la faculté actuelle d'informatique. Malgré les restrictions budgétaires de l'accord avec le FMI à ce moment-là, nous trouvions du financement et des sponsors pour toutes nos activités. Je me rappelle l'année du 25e anniversaire, en 1999, nous avons organisé 54 manifestations scientifiques d'envergure, toutes confortablement sponsorisées
par des entreprises et des institutions nationales. Sur le plan de la gouvernance, sur sa propre initiative, l'USTHB a été la première université à réunir son conseil d'orientation, ce qui nous a permis de prendre des décisions pour défendre les intérêts de l'université et avancer. Tout ça ne s'est pas fait tout seul. Je dirais avec du recul que j'étais entouré par des femmes et des hommes courageux, travailleurs, honnêtes et bons, avec simplicité. Certains ne font plus partie de ce monde. Il y avait nos vice-recteurs, les professeurs Touabat Abdelkrim, Allah yarhamou, Shelroum Abdelkrim, Bakour Rabah, Drir Mahrez, le Baili Sultan, Shabat Mohamed. Il y avait tous les directeurs d'instituts, les professeurs Atari Mukhtar en électronique, Idriss Mouloud en sciences de la terre, Si Ahmed Khider et Ben Daoud Mohamed, Allah yarhamou, en physique, Zitouni Mohamed, Allah yarhamou, en maths, Drias Habiba en informatique, Siridi Rabia en biologie, Kesseri Rafiqa et Sherifi Wiza en chimie, Maashi Rachida en génie des procédés, Bouzrou Barzqi, Allah yarhamou, pour l'Institut des techniciens supérieurs. Je demande pardon si j'ai omis quelques personnes, j'espère qu'elles comprendront. Parmi tout ce groupe, je ne pourrais oublier notre vaillant responsable de la sécurité, M. Hadjout Mahiddin, Allah yarhamou, et mes conseillers et amis, Hamouli Jamil, Allah yarhamou, et Ghazal Abdelrahman, à qui je souhaite une bonne retraite. Voilà, ça c'était brièvement pendant la décennie noire, vous savez, les choses, ça bougeait tout le temps. Voilà, mais c'était brièvement ce qui s'est passé durant mon passage de recteur. Mais l'université a beaucoup changé. L'USTHB est connue comme étant la meilleure des universités algériennes. À qui doit cette réputation? Qu'est-ce qui a fait sa réputation? Vous savez, l'USTHB, à sa naissance, a pris la succession de la faculté des sciences de l'université d'Alger, qui depuis 1930 jouissait d'une dynamique enviée par les universités européennes et qui, malgré la guerre de libération, a gardé, après l'indépendance, de solides traditions dans sa gestion, ses enseignements et sa recherche. L'excellence de l'USTHB à ses débuts venait surtout du fait que nous vivions une période où tout le monde était porté par un sentiment de ferveur, de fierté nationale et une grande ardeur pour bâtir le pays. Au fil des années, avec l'élargissement de son offre académique et l'amélioration de ses infrastructures, elle a connu une croissance significative et une notoriété qui dépassait nos frontières. Les niveaux de l'enseignement dispensé étaient élevés, le rayonnement sur la société était réel et l'impact des savoirs acquis sur le développement économique était perceptible. L'université a ainsi contribué à assurer en sciences et technologies une formation de qualité pour les premiers cadres dont le pays avait besoin pour son développement. Elle a aussi réussi la constitution pour son propre compte et pour les autres universités du premier noyau d'un corps d'enseignants nationaux. Malheureusement, l'USTHB a par la suite fait face à des situations dues à des bouleversements politiques et économiques qui ont traversé notre pays et qui ont affecté ses performances et bien sûr sa réputation. Pouvez-vous nous décrire plus en détail ces situations économiques et politiques et nous dire comment elles ont affecté les performances de l'université? Oui, il y a eu la crise financière de l'accord avec le FMI de 1994. Il y a eu la décennie noire des années 90. Pendant tous ces temps, il n'y avait pas d'investissement. Il y a eu des années de faste par la suite après 2000. Disons-le, qui n'ont pas bénéficié à l'USTHB. Et il y a la crise qui a pris ses racines dans la massification de l'université algérienne. Je vais en parler. Sur les 20 dernières années, le nombre d'étudiants à travers le pays a été multiplié par 4, par plus de 4.
passant de 425 000 à plus de 1,7 million, soit une croissance annuelle moyenne de 15% d'étudiants. Pour maintenir le cap, et il faut construire une université de 20 000 étudiants par trimestre. Et donc, l'Algérie ne peut pas démocratiser l'enseignement et maintenir le défi de la qualité. L'USTHB n'a pas échappé à cette démographie galopante. En 2023-2024, avec les nouvelles constructions en cours, l'infrastructure est prévue pour une capacité maximale de 30 000 étudiants. Pourtant, nous accueillons actuellement plus de 50 000 étudiants inscrits en licence et master, soit 166% de la capacité de l'université. Comment peut-on avoir des sections de plus de 250 étudiants en première année lorsque les amphithéâtres ne peuvent en contenir que 120? La surcharge interdit le contrôle continu, la bonne marche des travaux pratiques et tout autre dispositif pédagogique. À titre d'exemple, toujours dans ce sujet, depuis près d'une décennie, l'USTHB reçoit chaque année, chaque début d'année, une vague de plus de 10 000 nouveaux bacheliers qui viennent la noyer encore plus, alors que le nombre de diplômés sortants n'est que de 6 000. La qualité de l'enseignement, après des années, influe directement sur celle de la recherche. Pouvez-vous nous dire quelles sont les conséquences de ces moments difficiles qu'a traversé l'université? Vous savez, le monde est en ébullition et notre université peine à suivre le rythme. Les conséquences se ressentent sur le quotidien et sur la qualité de la recherche et de l'enseignement. On peut regarder les classements internationaux comme indicateur. Tous les 15 août depuis 2003, l'université de Shanghai publie son classement annuel des 1000 meilleures universités du monde. L'USTHB, la première université algérienne, n'y a jamais figuré. Le dernier classement de 2023 comporte 18 universités africaines. Pire, dans d'autres classements, notre université se positionne à la 87e place parmi les universités africaines et entre 91e et 100e parmi les universités arabes. Nous voyons dans les derniers classements l'évolution de nombreux pays africains. Nous sommes derrière des universités de l'Ouganda, du Kenya, de Tanzanie, du Botswana, du Ghana, de la Tunisie, du Soudan, de la Somalie, et il y en a d'autres. Nous nous sommes fait dépasser. Et je n'ai rien contre ces universités qui appartiennent à des États souverains. Au contraire, je les en félicite. C'est une réflexion de l'amélioration de la qualité de leur enseignement et de leur recherche. Et nous devons faire mieux. Ce n'est pas notre place. Ça ne correspond pas à notre niveau de développement. Pour nous qui avons vécu notre université dans ses heures de gloire, chaque publication de ces classements révèle nos limites et nos déficiences. Nous ressentons de la tristesse, de la colère et de la résignation. Il faut dire que parmi les universités algériennes, l'USTHB reste toujours en général la mieux classée, avec un potentiel et d'autres atouts qui peuvent rapidement la faire progresser. Nous savons au fond de nous-mêmes que nous pouvons être les meilleurs, parmi les meilleurs en Afrique, au moins. Il faut que l'Algérie se donne les moyens de cette ambition. Nous devons arrêter les sentiments de déni et mettre en œuvre une stratégie pour changer les choses. Que faut-il faire exactement, à votre avis, pour améliorer les choses à l'USTHB? Aujourd'hui, il y a un momentum intéressant. La recherche de solutions pour un meilleur classement de l'USTHB devient possible, car les bouleversements politiques qui traversent le pays convergent tous vers la construction d'une nouvelle Algérie. Nous avons un communiqué de l'APS, et ça a été publié ensuite sur plusieurs journaux, qui disait, quote, « Nous essayons d'accompagner cette université pour se positionner à l'échelle mondiale. Ceci est inscrit dans notre plan d'action, d'autant plus qu'elle dispose des potentialités pour cela. » End quote.
Ça, c'est ce qui était exactement écrit. En plus de la volonté politique et de l'engagement affiché de l'État, il faut assurer la contribution d'un maximum d'acteurs, faire des propositions et élaborer un agenda de mise en œuvre pour améliorer les choses. Notre stratégie propose de diriger nos efforts tout simplement sur les critères utilisés dans les différents classements, qui sont la recherche scientifique et le développement technologique, la qualité de l'enseignement et l'internationalisation de l'université. Bien sûr, nos modes de gestion et de gouvernance sont également à revoir. Je vais donner sans trop m'étaler mon appréciation sur ces sujets. Nous commençons par la recherche et le développement. Que doit-on faire pour améliorer et être parmi les meilleurs ? Pour une université des sciences et de la technologie qui souhaite rester à la pointe de la recherche et de l'innovation, il est crucial de disposer d'une gamme d'équipements de recherche de pointe, à l'instar du plateau technique analyse physico-chimique que nous avons dernièrement commencé à exploiter. Je vais donner quelques autres exemples. Nous avons besoin d'installations de physique et d'ingénierie, comme par exemple les accélérateurs de particules, les chambres à vide et les équipements de mesure de précision, des laboratoires de biotechnologie, des laboratoires de robotique et d'automatisation, des centres de données de cybersécurité, des laboratoires d'énergie renouvelable, des laboratoires d'électronique et de microfabrication. J'essaie de toucher un petit peu toutes nos facultés, des installations de télédétection et de géospatiale, des installations pour la recherche en physique médicale. Vous savez, on soigne dans les hôpitaux, mais on peut très très bien faire de la recherche en physique médicale chez nous. D'ailleurs, nous en faisons. Des stations de recherche, une station de recherche spatiale et astronomique, des simulateurs de réalité virtuelle et augmentée, des laboratoires d'hydrologie et puis de sciences environnementales, des superordinateurs pour des recherches avancées en intelligence artificielle, modélisation climatique, bioinformatique, etc. Voilà, en gros, il nous faut 2 équipements majeurs par faculté pour faire collaborer un maximum de chercheurs. Ces équipements permettent non seulement de mener des recherches de pointe dans divers domaines scientifiques et technologiques, mais aussi d'attirer des chercheurs de haut niveau et de collaborer avec des industries et d'autres institutions de recherche. Quels sont les autres besoins pour soutenir la qualité de la recherche et qu'en est-il du développement technologique ? L'université doit avoir les moyens au besoin de recruter du personnel à l'échelle nationale ou internationale, de manière permanente ou temporaire, en fonction de critères clairs de compétences et d'excellence. Je dirai plus sur ce sujet par la suite, quand je parlerai de gestion de l'université. Il y a aussi les domaines de la recherche. L'université doit identifier les domaines en forte demande et en rapide évolution au niveau mondial, tels que l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, la biotechnologie, la cybersécurité et les sciences des données. La collaboration avec l'industrie et le secteur privé, déjà établie chez nous, doit s'élargir. Il faut continuer à créer des espaces dédiés à l'innovation et à l'entrepreneuriat pour encourager la commercialisation des recherches et le développement de start-up que nous faisons. L'encouragement de la collaboration avec l'industrie peut être concrètement mis en œuvre par la création de chaires industrielles et de laboratoires conjoints. Pourriez-vous nous donner les grandes lignes pour ce qui est l'amélioration de la qualité de l'enseignement ? L'amélioration de la qualité de l'enseignement est fondamentale pour rehausser le niveau de l'université. Dans ce cadre, il faut parler des effectifs et de la qualité des étudiants, des programmes d'enseignement et du développement professionnel des enseignants. Il est impératif de sélectionner et stabiliser l'effectif à 30 000 étudiants dans les 5 à 10 ans à venir pour se concentrer sur le maintien de la qualité et bien gérer les transformations à venir. Vous savez, la meilleure université d'Afrique n'a que 25 000 étudiants.
Les meilleures universités européennes, Oxford et Cambridge, ont 20 000 étudiants, près de 20 000 étudiants chacune. Paris-Saclay, que nos étudiants aiment beaucoup, a 30 000 étudiants, dont le plus grand nombre est en post-graduation. Alors, je passe au point suivant. L'autonomie de créer des nouveaux programmes est primordiale pour nous aligner avec les standards internationaux, les besoins du marché et les intérêts de la recherche. Nous devons renforcer nos travaux pratiques. Il faut couvrir tous les programmes de TP. Le matériel doit être suffisant en quantité et en qualité pour que tous les étudiants fassent leurs expériences hands-on. Vous avez aussi mentionné le développement professionnel des enseignants. Pouvez-vous nous en dire plus ? L'amélioration de la qualité de l'enseignement peut être réalisée par le développement professionnel de tous les enseignants à travers des programmes de formation continue. Ces programmes sont centrés sur les nouvelles pédagogies, les technologies éducatives et les méthodes d'enseignement innovantes. Pour renforcer les compétences pédagogiques, nous pouvons proposer des certifications pour reconnaître le développement professionnel des enseignants et valoriser l'excellence dans l'enseignement. L'excellence veut dire mettre en place des mécanismes pour évaluer régulièrement la qualité de l'enseignement, incluant les retours des étudiants, les évaluations par les pairs et les auto-évaluations. Bien sûr, les résultats des évaluations sont utilisés pour fournir un feedback constructif aux enseignants pour les aider à identifier les domaines d'amélioration et à ajuster les méthodes d'enseignement. Des procédures d'accréditation rigoureuses pour les programmes d'études et les facultés sont nécessaires. L'obtention d'accréditation de prestigieuses associations internationales pour certains programmes, pour nos facultés et pour l'université dans son ensemble serait utile. Cela peut grandement améliorer sa réputation à l'étranger. Vous avez évoqué l'internationalisation de l'université. Qu'en est-il au juste ? L'internationalisation d'une université réfère à l'ensemble des actions mises en place pour intégrer une dimension internationale dans l'enseignement et dans la recherche. Les principaux aspects de l'internationalisation d'une université sont le recrutement d'étudiants, bien sûr, de personnel et le personnel académique et de recherche internationaux, une mobilité étudiante et académique et des accords de coopération avec les universités étrangères de renom. L'internationalisation de l'université, c'est un processus clé pour améliorer notre visibilité et notre classement au niveau mondial. Un objectif standard pour une université bien classée est d'atteindre les 20% d'étudiants étrangers. D'ailleurs, c'est ce qu'elles ont toutes, les universités bien classées. Nous sommes en train de prendre un excellent virage, un beau virage qui est celui de changer la langue d'enseignement du français à l'anglais, qui est une avancée dans la bonne direction. Car c'est un processus clé dans l'internationalisation de l'université. Il faut une stratégie de transformation pour s'assurer de bien négocier ce virage. J'essaie personnellement de m'impliquer dans cette démarche avec la direction de l'université. Presque toutes les grandes universités, disons toutes, qui ressortent dans les classements mondiaux et africains sont anglophones. Le passage à l'anglais dans les universités est un phénomène croissant que l'on retrouve dans de nombreux pays sur tous les continents. Ce qui est recherché, c'est attirer plus d'étudiants étrangers, échanger des chercheurs, d'accroître la diversité sur le campus, avoir un accès plus large à l'information, augmenter les ressources budgétaires et bien sûr améliorer le classement de leurs universités. L'anglais
est aussi un levier pour une meilleure pédagogie et une meilleure recherche, ça c'est clair. Et il y a beaucoup de publications qui relatent les différentes expériences de ces universités sur comment elles ont ou sont en train de réaliser ce changement de langue. Pouvez-vous nous donner votre avis sur comment notre université pourrait réussir ce passage du français à l'anglais? En nous basant sur ces expériences internationales ainsi que sur notre connaissance du terrain. À mon humble avis, la solution du problème comprend à sa base 3 piliers. Il y a l'organisation, la formation et la communication. Le premier pilier concerne l'organisation, c'est-à-dire la planification, la mise en œuvre et le suivi quand on veut changer de langue du français à l'anglais. Dans ce cadre, on doit définir clairement les étapes et un calendrier pour les atteindre. Cela est essentiel pour aligner les collaborateurs sur une vision commune et pour repérer d'éventuels écarts au cours de la mise en œuvre. Un exemple de calendrier comme suit. Il y a la phase de préparation, les 6 à 12 premiers mois. Pendant cette phase, on doit faire de la sensibilisation, évaluer les compétences linguistiques de tout le monde et la formation initiale. Ensuite, il faut un déploiement progressif. La première et la deuxième année seraient pour l'introduction des cours enseignés en anglais, principalement pour les premières années, les nouveaux inscrits. La première et jusqu'à la deuxième année. La troisième et la quatrième année, on ferait une extension au cours avancé et puis au programme de maîtrise. Et la cinquième année, c'est là où on fera une pleine mise en œuvre dans tous les programmes. Où en sommes-nous concernant l'organisation à l'USTHB et comment doit-on organiser la formation? Nous sommes plus ou moins dans les délais. Depuis septembre, il y a eu la sensibilisation, l'évaluation des compétences linguistiques de la formation initiale, avec en plus l'introduction de quelques cours enseignés. Le deuxième pilier je vais en parler, du problème est celui de la formation. Il s'agit de mettre les moyens pour assurer la compétence linguistique nécessaire rapidement. Plusieurs mesures sont essentielles pour nous assurer que les enseignants sont bien formés et prêts à faire face à cette transformation. Il s'agit d'abord d'offrir à tous les enseignants des cours intensifs d'anglais pour les niveaux intermédiaires et avancés. Tous les enseignants doivent passer par le niveau avancé. C'est une chose que nous essayons de faire à l'université. Nous devons instaurer des évaluations régulières de la compétence linguistique des enseignants et de leur efficacité pédagogique en anglais, en utilisant les retours d'expérience des étudiants et des pairs pour identifier les domaines à améliorer. Nous devons également introduire un système de certification pour reconnaître et valoriser les compétences linguistiques et pédagogiques des enseignants en anglais, offrant ainsi une motivation supplémentaire pour leur développement professionnel. Et puis là, il reste la partie information, qui est le troisième pilier. Est-ce qu'il s'agit d'expliquer en quoi consiste le problème de changement de langue d'enseignement du français à l'anglais, d'assurer la compréhension de toutes les parties prenantes? Écoutez, oui, pas seulement. Et la communication, c'est ce qui va sensibiliser les enseignants, les étudiants et les cadres administratifs et permettre de modifier les comportements. Je parle aussi des cadres administratifs parce que c'est très important. Quand vous avez 20% d'étudiants étrangers, tout le monde doit parler anglais, d'accord ? Et tous les actes administratifs doivent se faire en anglais. L'objectif, c'est d'éveiller la conscience de la communauté universitaire quant à l'importance cruciale, ça c'est avec la communication, de la situation et la nécessité d'agir rapidement. Il faut communiquer de manière continue en utilisant tous les canaux, mails, sites de l'université, réseaux sociaux. Un groupe d'enseignants et les clubs scientifiques dans chacune des facultés peuvent très bien faire le travail. Il faut surtout
maintenir une dynamique constante pour éviter tout essoufflement avec les premiers résultats positifs. Et il faut aussi célébrer, vous savez, les célébrations des réussites et des étapes intermédiaires franchies sont essentielles pour reconnaître les efforts, motiver et renforcer le sentiment d'appartenance des membres de la communauté universitaire. Elles aident à communiquer positivement les progrès et sont l'occasion de réfléchir sur ce qui a été accompli. Le dernier point, est-il possible d'opérer tous ces changements avec le mode de gestion actuel? Qu'il faut-il faire? Et il faut mettre en place des plans de maintenance continue. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que les choses cassent. Et il faudrait que ça soit continu pour préserver la qualité des infrastructures et des équipements et pour assurer une mise à jour régulière des équipements technologiques pour rester à la pointe de l'innovation. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Par exemple, la rénovation des bâtiments. Il faut continuer à améliorer les espaces verts et à créer des zones de détente. Nous devons équiper les salles de classe et assurer une couverture Wi-Fi de haute qualité dans tout le campus pour faciliter l'accès à l'information et aux ressources pédagogiques en ligne. Pour ce qui est de la gouvernance, le renforcement de l'autonomie de gestion de l'université est nécessaire. Pouvez-vous nous en dire plus sur le renforcement de l'autonomie de gestion de l'université? L'autonomie de gestion permet d'avoir une plus grande réactivité. C'est un levier important pour améliorer la qualité et l'efficacité de fonctionnement. On ne peut pas gérer une université classée parmi les meilleures de manière centralisée. Il y a d'abord l'autonomie de gestion financière pour permettre à l'université de gérer son propre budget, y compris les allocations de l'État et les revenus générés. Une plus grande flexibilité dans l'utilisation des fonds permet de les allouer selon les priorités stratégiques. Il y a ensuite l'autonomie de recrutement du personnel académique et administratif en fonction de critères clairs de compétences et d'excellence. L'université doit pour cela fixer des politiques salariales pour attirer et retenir les talents académiques et administratifs de haut niveau. Il faut doter l'université de textes de loi pour soutenir cette flexibilité et cette autonomie, en définissant clairement les domaines de responsabilité et les limites. Il est évident que la tutelle doit assurer une supervision et une évaluation régulière. L'amélioration des conditions de vie des étudiants, des enseignants et des travailleurs est aussi essentielle pour créer un environnement universitaire propice à l'excellence académique et au bien-être des parties prenantes, qui est primordial pour assurer nos ambitions. Pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je souhaite un heureux anniversaire à tous les membres de notre communauté universitaire. Nous avons un problème de fierté nationale que nous devons relever. L'État s'est engagé à accompagner notre université pour se positionner à l'échelle mondiale. Notre stratégie propose de conduire nos efforts sur plusieurs axes, sur les plans de la recherche scientifique et du développement technologique, de la qualité de l'enseignement et de l'internationalisation de l'université, et sur notre mode de gestion et de gouvernance. Les mesures que nous avons citées, si mises en œuvre de manière cohérente et soutenue, peuvent grandement contribuer à améliorer le classement de notre université et à la rendre plus compétitive sur la scène internationale. Vous savez, nous autres Algériens sommes des rêveurs. Alors, nous allons rêver ensemble un petit peu. Je fais appel à votre imagination. Nous sommes en 2034. L'USTHB s'apprête à fêter son 60e anniversaire. Elle a été classée première université africaine dans le dernier classement Shanghai. Nous espérons cette année être parmi les 100 premières universités à l'échelle mondiale.
Nous avons maintenant un total de 30 000 étudiants, cependant plus de 30 000 cadres et ingénieurs d'entreprise sous forme de formation continue prennent des cours totalement à distance de l'USTHB. L'USTHB a fixé des politiques salariales compétitives pour attirer et retenir des talents académiques et administratifs de haut niveau. De bons directeurs de recherche nationaux vivant en Algérie, de la diaspora ou carrément internationaux ont été attirés par les bonnes conditions de travail qui sont offertes. L'université étend et diversifie ses ressources de revenus à travers différentes prestations. Beaucoup de monde tape à notre porte. D'autres universités nationales ont emboîté le pas à l'USTHB et améliorent aussi leur classement. Elles sont nombreuses. Constantine, Annaba, Sétif, Djaya, Tizi Ouzou, Lusto Dora, Belabès, Tlemcen. Et nous sommes vraiment en train de faire progresser l'enseignement supérieur. Dans l'agenda des Nations Unies 2030, il est dit que la richesse et la pauvreté des nations dépendent de la qualité de l'enseignement supérieur. Nos universitaires ne partent plus, ceux qui sont partis reviennent. Il y a un projet de vie possible et potentiel chez nous. Nous avons des ressources naturelles colossales et nous formons maintenant d'excellentes ressources humaines pour créer de la richesse dans notre beau pays. Nous sommes dans une nouvelle Algérie. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Nous voulons exprimer notre gratitude pour avoir eu l'honneur d'échanger avec vous. Merci professeur Taha Hossein Zerguini pour votre précieuse contribution et votre éclairage concernant l'USTHB. Je remercie encore une fois les responsables de l'université, à leur tête monsieur le recteur, le professeur Djemeldine Akretch, pour l'opportunité. Merci à vous deux, Maya, Monsef, pour vos questions. J'ai passé une grande partie de ma vie à l'USTHB. Je reste disponible pour y apporter plus de contributions, à son développement. Merci. Merci à vous.